Aujourd'hui, on est avec Camille. Camille qui a été la première recruteuse chez Chance. Ça fait un peu plus d'1 an que tu y es, je crois. C'est bien 2 ça? ans. 2 ans, Ça a ok, fait, très bien. ça a fait 2 ans la semaine dernière, très exactement. Excellent. Et tu vas nous raconter à peu près la première année, je pense, première année de tes débuts chez Chance. Donc voilà, je pense que c'est un sujet qui va parler à pas mal de monde. Et donc, on est trop content que tu puisses partager un peu ça avec la communauté Tech Recruiters. Voilà, j'en profite pour vous saluer tous. Si c'est la première fois que vous faites un live avec nous, bienvenue. Sinon, on est trop content de vous retrouver. Et voilà, on va enchaîner dans 1 minute. Donc le thème aujourd'hui, comme on disait, c'est être premier recruteur, comment on fait pour mettre en place les process, les méthodos, tous les basiques qui sont pas là quand on arrive en premier. Et toi, Camille, tu as eu la chance et la malchance de Non, non, passer la par tout chance, ça. c'est une La petite chance. blague. Oui, c'est clair. Donc, comment Exactement. comment tu as appelé ça? Je suis le Mike Horn du recrutement. C'est ça, je peux Exactement, notre mic horn officiel. Donc, pas mal. trop cool. Donc, Camille, tu nous as partagé, enfin, tu nous as préparé une petite présentation. Et donc voilà, let's go, partage d'expérience. On est là pour ça. Donc, tu peux prendre le micro et partager ton expérience. J'en profite pour vous préciser, pendant les 20 minutes où Camille va présenter, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Pensez bien, quand vous mettez vos messages, à mettre à tout le monde, parce que ça part en base à hôtes et panélistes, et ce serait trop dommage que tout le monde ne puisse pas en profiter. Je vois que vous êtes nombreux déjà à dire salut dans le chat. Et donc, ouais, précisez bien tout le monde quand vous envoyez votre message et votre question. Et on vous donnera le micro et on les posera à Camille à la fin de sa présentation. Il y aura un petit moment pour les questions. Voilà. À toi de jouer, Camille. Ok, super. Alors, Let's juste, go. tu me dis si tu vois bien mon écran. Hop. Ouais, c'est en train de charger. C'est tout bon. Ouais, Ok, let's go. super. Du coup, bonjour. Donc, moi, je suis Camille. Donc, je suis là pour vous parler, comme ce qui est écrit dessus, sur le fait de mettre en place le recrutement dans une startup qui va scaler. Donc, ça, c'est moi. Salut. Donc, moi, tout d'abord, pour me présenter un petit peu, quel est mon background? Moi, je suis une juriste en droit du travail à la base. Je suis tombée dans le recrutement un petit peu par hasard, parce que je n'avais pas du tout envie d'être juriste en droit du travail en entreprise, tout simplement. J'ai postulé dans un petit cabinet de chasse de tête qui s'appelle CHL Executives. Je suis restée pendant 4 ans, chasse de tête de cadre dirigeant, avant de rejoindre Chance en mai 2021 sur le poste de Talent Acquisition Manager. Donc, mon job en arrivant, c'était vraiment de mettre en place l'ensemble du recrutement, des process en passant par les techniques, par les outils, par le discours, etc., etc. Avant de se lancer sur ce très beau programme, moi, j'avais une petite question pour vous. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fait le parcours Chance? Donc, vous pouvez peut-être lever la main directement dans le chat. Et si personne ne connaît, ce n'est pas grave. Je l'ai fait. Bonjour Thomas. Super. Génial. Trop cool. Donc, on a Thomas sur 33. C'est une belle perf déjà. On est pas mal. Génial. Ok, donc du coup, donc Thomas, je vais pas tu connais le principe, mais pour ceux qui ne connaissent pas Chance, donc Chance, c'est en fait un bilan de compétences qui est basé sur le principe de l'égalité des chances. En gros, nous avons une théorie d'impact qui est que aujourd'hui, il faut 6 générations en moyenne pour passer au-dessus du salaire médian, si vous faites partie des 25% de salaires français les moins élevés. Donc, notre théorie d'impact aujourd'hui, c'est que l'égalité des chances permet la performance au travail, qui va permettre vraiment tout ce qui est promotion et mobilité professionnelle. Donc, c'est inscrit dans les fondements Chance. Aujourd'hui, Chance est une entreprise à impact. Elle a été créée pour contribuer à l'égalité des chances des adultes et favoriser la mobilité sociale. D'accord? Donc, à la base, on va s'adresser aux particuliers. On a élargi depuis 2021 aux entreprises, mais également au gouvernement, puisqu'on fait des partenariats avec des régions pour permettre aux profils éloignés de l'emploi de faire le programme gratuitement et atteindre leurs projets professionnels et pouvoir dépasser ce déterminisme social qui est donc ces 6 fameuses générations nécessaires, donc 200 ans pour passer au-dessus du salaire médian. Okay. Ça, c'est notre théorie d'impact. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose? On propose donc un parcours, tout simplement, un bilan de compétences qui se déroule en plusieurs étapes.
Donc, notre philosophie, c'est vraiment qu'un travail, c'est le sens d'une vie pro et que ça définit par 4 piliers. Donc, métier, finalité, environnement et impératif personnel. OK? Donc, en général, passer une première partie de carrière, on se pose davantage de questions sur notamment son environnement, sur sa finalité, sur ses impératifs personnels. D'accord? Le principe, c'est qu'on fait un ping-pong, en fait, pendant tout ce parcours, entre des activités en ligne et un accompagnement avec un coach professionnel qui est attribué aux utilisateurs de façon individualisée. L'idée, c'est de créer un véritable accompagnement. Pourquoi? Premièrement, prendre la décision de faire un bilan de compétences aujourd'hui, c'est hyper difficile. On est quand même dans une société où rien que le fait de prendre des cours d'anglais, on a quand même déjà du mal. Donc l'idée, c'est de créer ce relationnel avec quelqu'un qui va être là pour challenger, pour accompagner et pour pouvoir permettre cette réflexion, cette introspection nécessaire au fait de trouver ce travail qui nous correspond. D'accord? Donc, on va traverser ces fameuses étapes de réflexion, cette introspection, cette exploration, et à la fin du parcours, on va valider son projet professionnel avec donc son coach qui va être ensuite accéléré par une communauté d'entraide. Puisque Chance, aujourd'hui, ce n'est pas justement qu'un parcours, c'est surtout une communauté de 15 000 personnes. Donc, on a ce fameux bilan de compétences, accompagné de cette communauté qui est composée des signataires de l'appel solidaire. L'appel solidaire, je vous conseille, si vous ne voyez pas ce que c'est, d'aller voir notre site internet. C'est un manifeste qu'on a demandé à des personnalités de signer en fin janvier 2022, dans lequel elles s'engagent à ouvrir leur réseau à nos utilisateurs. Donc, on a eu plus de 100 000 signatures. C'est une communauté composée également de nos ambassadeurs, de nos alumni, que sont nos anciens talents, salut Thomas, de nos collaborateurs et également, bien sûr, de nos talents actuels et de notre communauté de coachs qui comprend plus de 350 coachs aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de créer vraiment ce levier d'entraide. J'ai fini mon programme, j'ai trouvé mon projet professionnel, je ne sais pas, je suis Camille, je suis chargée de communication en agence et en fait, je me rends compte, après avoir fait le programme, que je déteste travailler en agence et je voudrais travailler en entreprise ou en freelance. Cette communauté d'entraide va me permettre d'avoir accès à ce fameux, à ce fameux réseau finalement, qui va me faire rencontrer des gens, qui va me permettre de faire des stages, de rentrer dans une entreprise, etc., etc. Ça, c'est ce que Chance vraiment propose. Est-ce que jusqu'ici, tout le monde me suit? Parfait. Actuellement, moi, j'ai rejoint Chance, excusez-moi, je me suis plantée sur ma souris. Hop là. J'ai rejoint Chance donc pour mettre en place le recrutement. Le principe, décidément, ma souris a décidé de ne pas fonctionner, excusez-moi, vous avez les choses en avance. Voilà. Le principe du recrutement, déjà, quand on recrute quelqu'un pour faire du recrutement, on se dit, ça va être super, ça va être magique, on va recruter 150 personnes dans l'espace de 6 mois, c'est génial. Pas du tout. Quand on met en place le recrutement, c'est pas que du recrutement, on ne décide pas tout d'un coup de se dire, bon, bah, j'ai besoin d'un head of finance, allez, demain j'ai mon head of finance. On part de zéro et on arrive à avoir quelque chose de très structuré. L'enjeu, qu'est-ce que c'est? C'est de ne pas grossir trop vite, c'est de prendre soin de l'onboarding de chacun, c'est de sélectionner les profils les plus compétents, les plus qualitatifs, les plus alignés avec nos valeurs, créer de la bienveillance, etc., etc. On le voit aujourd'hui sur le marché du travail, on voit beaucoup, notamment sur LinkedIn, et je dis bonjour à tous mes potes TAM qui sont peut-être sur ce live, les candidats qui vont beaucoup reprocher aux recruteurs de ne pas être assez présents, de ne pas assez communiquer, de ne pas avoir un process de recrutement clair, de ne pas faire de retour négatif. Donc l'enjeu, quand on met en place le recrutement dans une startup d'autant plus, c'est de créer toute cette bienveillance et de créer toute cette transparence tout en étant extrêmement efficace. Donc, en arrivant chez Chance, moi, j'avais jamais fait de recrutement en startup. J'avais jamais mis en place de recrutement from scratch. Je faisais vraiment de la chasse de tête de cadre dirigeant. Donc, on est passé de cette petite colonne à gauche à définir où on en était. OK, donc vraiment tous les besoins en recrutement. Déjà, combien de personnes? En mai 2021, on était 32. Il a fallu définir un plan de recrutement. Comment est-ce qu'on fait pour définir un plan de recrutement? Il a fallu définir les outils. Quand je suis arrivée, on avait LinkedIn, on avait Welcome to the Jungle, mais c'est tout finalement. Donc en gros, l'idée, c'était de se servir de mon petit cerveau pour se dire bon, comment est-ce qu'on fait, quels sont les outils qu'on va mettre en place, qu'est-ce qui va nous servir, et également quand même, parce qu'il faut le dire, quels sont les outils dont on peut se servir qui ne vont pas non plus nous mettre par terre en termes de budget, parce que tout coûte très cher. Également le discours de recrutement.
Le plus important dans le recrutement, ça reste quand même ce que tu transmets à ton candidat. Aujourd'hui, nous, Chance, c'est une structure à fort impact social. On est quand même, notre président d'honneur, c'est Mohamed Younous, prix Nobel de la paix. On est cofondé par Ludovic et Clémence, qui a elle-même fait une reconversion. L'idée, c'est quand même de parler d'égalité des chances dans notre discours de recrutement et de s'identifier aussi à ces candidats. Donc, mettre en place ce fameux discours, définir les contacts. Donc, moi, je suis arrivée, j'étais toute seule sur le recrutement. Est-ce qu'on fait appel à des chasseurs externes ou pas? Comment on fait pour avoir des chasseurs extrêmement efficaces, mais qui ne nous coûtent pas trop cher non plus, parce qu'aujourd'hui, un chasseur externe, et pareil, tous mes potes TAM le savent, ça coûte cher. Comment être efficace sans chasseur externe? Bref, toute cette stratégie-là. S'appuyer sur son équipe également. Moi, donc, quand je suis arrivée, j'avais une VP Finance and Operations, qui était ma N+1, une HR en externe et l'ensemble des équipes. Là où j'ai beaucoup de chance, c'est que l'équipe Chance est toujours très déterminée et toujours très dynamique. Donc, on m'a pas mal aidé à ce niveau-là, mais c'était une petite équipe. Et enfin, l'idée, c'est de définir une deadline. Je suis arrivée en mai 2021. On était à la fin du 3e confinement, sauf erreur de ma part, avec un couvre-feu. Oui, c'est vrai, ça existait, le couvre-feu. L'idée, c'était de pouvoir recruter en l'espace d'1 an et au moins doubler les équipes. C'est pas simple. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place un fameux process, et décidément, je suis vraiment technophobe, excusez-moi, et les besoins de l'entreprise. OK? Vous me dites si je parle un peu trop vite. La première chose, c'était comment attirer les profils les plus qualitatifs. À l'époque, donc, on parle d'une start-up de 30 personnes qui était dans un coworking qu'on ne connaissait pas encore très bien, qui venait de faire sa première levée de fonds. Mais évidemment, nous, ce qu'on voulait, c'était les profils les plus intéressants, les plus qualitatifs, les stars du marché. Comment on fait pour attirer ce genre de personnes? Premièrement, on met en place des avantages en entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une start-up n'a pas besoin d'être une start-up où on bosse H24, où on passe sa vie avec sa boîte, où forcément on ne dort plus. Non. Donc, on a mis en place, premièrement, l'équilibre vie pro-vie perso. On est signataire du Parental Challenge, ce qui est très, très important. On a mis en place le droit à la déconnexion. Et on a mis en place, et ça paraît très basique, mais en fait, ça ne l'est pas tellement, vraiment une communication très transparente en interne. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous rejoignait, en tout cas à cette époque, moi, le premier jour, je me souviens très, très bien, et je suis désolée du coup si mes collègues me suivent et que je donne une info un peu confidentielle, mais je suis arrivée, en fait, la semaine d'avant, ils avaient fait une sorte de séminaire d'équipe. Ils avaient fait un pari, une partie de l'équipe avait perdu et devait se déguiser. Donc, je suis arrivée, j'avais un mignon, j'avais une licorne. C'était très... Je me suis dit, mais c'est quoi cette boîte, en fait? Et en fait, c'est très représentatif d'une ambiance. Donc, mettre en place des avantages avec lesquels on se sent bien, mais surtout créer cette communication et cette ambiance qui fait qu'on va attirer les gens à l'extérieur. Deuxièmement, après avoir réfléchi à ça, il faut quand même réfléchir aux besoins de chaque équipe, parce que c'est bien joli d'attirer des profils qualitatifs, mais de quoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? Ça va dépendre des budgets, ça va dépendre des priorisations. La priorisation dépend de la structuration de l'entreprise également. On ne peut pas faire 1000 choses à la fois. On ne voit pas tout le slide. Je suis désolée. Alors, À mon avis, ça va être compliqué à régler en live, mais peut-être que tu peux lire les informations manquantes. C'est juste sur le côté droit, effectivement, de ton écran. Sur la droite, il y a juste une petite bulle avec marqué « Quelles étapes pour un process efficace ?» C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose sur la droite après. C'est bon. Du coup, je disais, l'idée, c'est vraiment définir les besoins de chaque équipe. Tant pis, désolée, Yavin. Mais du coup, il y aura le replay et ce sera écrit. Donc, définir les besoins de chaque équipe, ça veut dire, créer la communication avec chaque honneur de chaque recrutement. Pareil, il faut pouvoir s'adapter à chaque personne. Moi, quand je suis arrivée chez Chance, je ne travaillais qu'avec une seule personne depuis 4 ans. Il a fallu m'adapter aux personnalités de chacun. Il a fallu m'adapter aux priorités de chacun. Il a fallu aussi prioriser. OK, tu as besoin, je vous dis n'importe quoi, d'un Head of Finance, mais est-ce que ce n'est pas d'abord prioritaire de recruter un VP Engineering? Je vous dis n'importe quoi. En sachant que j'étais donc toute seule. Donc, il faut pouvoir gérer plusieurs postes à la fois, tout en respectant les priorités de chacun. Là, ce qu'on a fait, c'est que toutes les semaines, on avait une réunion. Toutes les semaines, on définissait les priorités en fonction des évolutions des priorisations.
Ça, c'était entre mai et novembre. À partir de novembre 2021 jusqu'à avril 2022, on le faisait tous les mois à peu près. Maintenant, on le fait chaque trimestre. Donc, il y a toute cette évolution aussi qui est possible. Ensuite, il y a le côté, ce fameux définir un plan de recrutement adapté au budget et aux besoins. Actuellement, moi, je ne définis pas le plan de recrutement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas accès au budget. C'est ma VP Finance qui a accès au budget. Donc, l'idée, c'est de travailler main dans la main avec elle. Elle va définir les budgets, on va communiquer avec les honneurs de chaque mission et en fonction, on va prioriser les recrutements. Je vous donne un exemple très précis. En ce moment, j'ai une petite dizaine de postes à recruter. Je sais que ma priorité, ça va être actuellement des postes plutôt axés en growth. Pour les gens qui ont des contacts en growth, c'est pour moi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte économique qui fait que la growth égale levier d'acquisition, égale funnel, égale argent. Parce qu'il y a des postes plus compliqués que d'autres. Bref, ça, je ne suis jamais seule sur le sujet, en tout cas pas pour l'instant, parce que je ne gère pas de budget. Je n'ai pas accès. Très important. Il y a ensuite le projet de la communication. Alors, je suis un peu relou sur la communication et je suis désolée, mais je trouve que c'est tellement important. Aujourd'hui, quand on est candidat, et on l'a tous été à un moment donné, on demande énormément de détails. On a besoin d'avoir énormément de détails. Donc, l'enjeu, c'est aussi de communiquer le plus possible tout en évitant de donner des informations trop confidentielles. Chez Chance, on a pris le parti d'être très transparent dans notre communication. On n'est pas parfait, on ne peut pas l'être, personne ne l'est. Ce n'est pas parce qu'on travaille dans l'humain et dans le social qu'on est parfait, on fait des erreurs. En revanche, on ne les fait qu'une fois et on le communique dans notre discours de recrutement. Aujourd'hui, je sais que les candidats sont toujours ravis d'avoir plein d'informations sur Chance parce qu'ils arrivent en entretien et ils sont relativement sereins. J'ai rarement des candidats vraiment très stressés en entretien parce qu'en fait, en premier échange, on back-up tous les sujets, que ce soit la rémunération, que ce soit les avantages, que ce soit les missions, que ce soit le management, que ce soit les évolutions, que ce soit, je ne sais pas. Bref, les possibilités également d'évolution de poste. J'en ai beaucoup qui me demandent, mais du coup, est-ce que je vais rester à ce poste-là indéfiniment? Non, on est une scale-up, on est en train de grandir, mais il faut pouvoir être transparent. Donc ça, c'est quelque chose pareil que j'ai travaillé en binôme avec notre département communication, donc avec Carole, notre VP marketing, et avec Marine, notre Head of Communications, pour créer ce discours à la fois externe pour les candidats, mais également interne, qui est donc notre théorie d'impact, qui est donc le côté avantage pour les collaborateurs, qui est également ce principe de le recrutement n'est pas quelque chose seulement, alors oui, c'est quelque chose de support, mais pas que. Le recrutement fait partie, une part intégrante en tout cas, de la boîte, et c'est grâce au recrutement qu'on a les équipes telles qu'on les a aujourd'hui. Donc, il faut qu'on soit bien nickel là-dessus, très important. Prochain point, donc sur le discours, je lis également à la communication. J'ai pris un petit peu d'avance dans ma presse, mais l'idée, c'est, enfin voilà, en termes de discours, de créer quelque chose qui soit le plus challengeant, le plus transparent et le plus complet possible, tout simplement. Ensuite, il y a la question des profils. Quels sont les profils les plus adaptés aux valeurs de Chance? Pourquoi est-ce que je l'ai mis là? Parce que aujourd'hui, chez Chance, on a pris le parti, j'en reparlerai tout à l'heure, de mettre en place l'égalité des chances, principalement dans le recrutement, avant toute chose. C'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est ce qu'on propose à l'extérieur. Il n'y a aucune raison qu'on ne le mette pas en place en interne. Donc, pour ça, on recrute en fonction des valeurs et des compétences. Alors, attention, il est évident que, par exemple, si je recrute un Head of Communications, je ne vais pas recruter quelqu'un qui n'a jamais fait de communication. C'est évident. En revanche, on va faire par rapport à ta valeur ajoutée, par rapport à ce que tu vas amener à la boîte, par rapport à ce que tu as pu faire jusqu'à présent. Ton background, ta formation, d'où tu viens, on s'en fiche. On s'en fiche et c'est très important pour nous parce que ça nous permet d'avoir une diversité également dans notre structure qui est hyper importante à la vie en général, tout simplement. Ça nous permet également de donner des chances à des gens qui n'en ont pas d'habitude, petit référentiel au nom de notre structure, mais qui est trop rare aujourd'hui. Pour ça, donc on a 5 valeurs chez Chance, qui sont 1, le fait d'être des activistes pour réduire les inégalités. Donc c'est ce côté mission sociale. Toutes les personnes chez Chance croient à 1000% en l'égalité des chances, en la mobilité sociale et en notre théorie d'impact. Moi, je dis régulièrement, si on me dit que c'est la même chose que de travailler sur une plateforme pétrolière que de travailler chez Chance, c'est pas forcément chez nous qu'il faut venir travailler.
Deuxièmement, c'est le fait d'être, on appelle ça talent first, dans le sens où ce que l'on fait, on le fait pour nos utilisateurs, pour nos alumni, mais également pour nos collaborateurs. Ça va dans les deux sens. On demande de la bienveillance, de l'empathie, on respecte également beaucoup nos collaborateurs et on crée un environnement dans lequel ils se sentiront bien. En tout cas, on fait le maximum pour. Troisièmement, c'est le fait d'être des entrepreneurs dans l'âme. Alors, on n'a pas tous créé une boîte et on s'est tous plantés à un moment donné, bien évidemment que non, mais plus ce côté proactif, autonome. On va mettre les mains dans le moteur, on est adaptable, on va prendre des décisions. On n'attend pas que ça nous tombe dessus et on n'est pas loin d'un système micro-managérial que peuvent avoir aussi certaines startups sur le côté, on va te briefer tout le temps, on va te demander des horaires, après, ça ne nous intéresse pas du tout. Quatrième valeur, c'est le fait d'être curieux, dans le sens où on aime les gens qui ont des passions, qui ont des vies. On aime les gens qui, donc, dorment la nuit. Voilà. Des gens qui ne passent pas 7 jours sur 7 avec nous non plus. On adore nos collaborateurs, on s'entend tous très bien, il y a une très bonne ambiance. Pour autant, la vie, le week-end, on voit nos potes, on voit nos familles. Le soir, on dort chez soi, on ne fait pas des soirées tout le temps. On n'est pas, alors moi, ce que j'appelle, et attention, je fais une énorme généralisation, donc je ne veux vexer personne, ce que j'appelle le complexe de la startup baby-foot, avec le principe du tu fais 80 heures de travail par semaine, mais en échange, on te donne un baby-foot, soirée tous les jeudis. On en est très loin. Donc, ce principe aussi de respect de la vie privée des collaborateurs et de l'équilibre vie pro-vie perso. Et enfin, la dernière valeur qu'on a et qui est très importante pour nous, c'est le fait de ne pas se prendre au sérieux. Je le disais tout à l'heure, on est dans l'humain, on fait des erreurs, on se trompe. Il faut pouvoir assumer tout ça. On est loin d'être parfait. En revanche, on veut y arriver et on va tout faire pour. Donc, c'est très important pour nous. Et on veut attirer des profils qui collent à ces valeurs-là, qui s'y retrouvent et qui se lèvent le matin en ayant envie de bosser avec nous, comme nous, on a envie de les voir le matin. Et donc, on va vraiment créer cet environnement. Et enfin, donc, dernière petite bulle, celle qu'on ne voit pas, qui est cachée, c'est les étapes pour un process efficace. Alors moi, j'ai pris le parti de faire un process qui est assez classique, finalement, en 5 ou 6 étapes maximum. Donc, première étape, talent acquisition. Deuxième étape, N+1. Troisième étape, équipe, business case, présentation. Quatrième étape, le N+2. Et cinquième étape, Ludo, notre CEO, pour notamment les postes managériaux ou responsabilités. Je fais des prises de référence pour chaque recrutement, y compris les stagiaires, y compris les alternants. Pourquoi? Parce que c'est très important et que ça nous permet aussi d'avoir toujours ce souci de transparence. Être Talent Acquisition Manager dans une startup, c'est donc tout ce dont je viens de vous parler. C'est également le fait d'être ce fameux couteau suisse. Quand je suis arrivée, j'étais vraiment toute seule sur le principe du recrutement, mais pas que. C'est-à-dire que moi, j'avais une VP Finance and Operations qui gérait une partie de la RH, une HR qui était externe, mais finalement, on n'avait pas autre chose dans la structure. Donc, il a fallu que je prenne la main sur certaines choses que je n'avais jamais faites. Premièrement, le principe de l'office management. J'ai découvert le merveilleux monde de l'office management. Je tiens à remercier d'ailleurs mon office manager que j'ai recruté depuis. Je crois que c'était le plus beau jour de ma vie. Donc, gérer les badges des coworking, gérer les fournitures, gérer un déménagement. J'avais quand même conduit un utilitaire un lundi après-midi dans Paris pour déménager des trucs. Enfin, bref, être aussi ce côté un petit peu main dans le moteur que ne va pas faire forcément un talent acquisition manager. Il y a aussi la petite casquette, alors j'ai appelé ça oreille attentive, mais être plus à l'écoute des collaborateurs. Un talent acquisition manager, et ça c'est un petit peu aussi ma vision du poste, c'est quelqu'un qui va être pas à la disposition des collaborateurs, mais qui va être à leur écoute, qui va être ça aussi pour définir si quelqu'un va bien ou pas. Quelqu'un qui va savoir dire, bon, j'ai croisé un tel ce matin, ça n'avait pas l'air d'être la patate, on va quand même boire un café. Quelqu'un qui va garder ce côté un petit peu... alors chez Chance, on appelle ça le côté watchtower, comment ça se passe, quelle est l'ambiance, prendre la température. Ça va dépendre aussi de la personnalité, je pense, de la personne qui prend le poste, mais c'est quelque chose qui est très important parce que le recruteur est la première personne que le candidat voit et c'est elle qu'il connaît principalement quand il arrive dans une entreprise. Si on perd le lien derrière, c'est dommage et ça casse une partie de la dynamique de l'entreprise. Alors, la dernière partie, qui est le côté couteau suisse pour améliorer la vie des employés, c'est quelque chose que du coup, j'ai pas mal fait en collaboration avec ma VP, alors à l'époque, Finance Operations, qui est devenue donc ma COO, et ma N+1 aujourd'hui, qui est donc ma Head of Talent Development.
qui est donc ce côté mettre en place les avantages, prendre soin de ses collaborateurs. Donc, pour ça, il y a eu évidemment le recrutement d'un office manager, parce que je n'y arrivais plus. Les 6 premiers mois chez Chance ont été solides et en décembre 2021, il a fallu que cet office manager arrive. Donc, recruter quelqu'un qui soit capable d'organiser des séminaires, d'organiser des rassemblements d'équipes, qui gère des coworking, qui fasse le lien finalement. On a mis en place également, donc Sibyl, My Head of Talent Development, un accord d'intéressement pour les collaborateurs, parce que, mine de rien, c'est toujours important. Mettre en place des rassemblements d'équipe également. On ne fait pas des soirées tous les jeudis. En revanche, on va faire des petits déj, on va faire des apéros. Rien n'est obligatoire, mais créer cette cohésion d'équipe qui est très, très importante et dont dépend également le Talent Acquisition Manager, en tout cas, selon ma vision du métier. Et enfin, la mise en place des projets liés au recrutement. Parce que le recrutement, ce n'est pas que du recrutement, finalement. Le recrutement, c'est lié aux outils, c'est lié aux projets. Et il y en a pas mal. Donc, nous, il y en a eu 2, principalement. Premièrement, la mise en place d'un ATS. Alors, moi, je vais être très transparente avec vous. Quand je suis arrivée chez Chance, je ne savais pas ce qu'était un ATS. Parce que moi, je sortais de cabinet de chasse de tête. J'étais sur un Excel, je faisais tout à la main. Un ATS, pour moi, c'était quelque chose de très, très, très éloigné. On m'a expliqué en amont qu'il fallait que j'en mette un en place. C'était quelque chose qui me faisait très peur. Ça me faisait très peur. Il fallait faire un benchmark, il fallait vraiment ne pas se tromper parce que c'est quelque chose qui a quand même son poids, etc. Donc, ça a mis quelques temps. J'ai pris la décision de débrayer un petit peu en amont, de défricher avant de prendre un ATS. Et j'ai notamment attendu l'arrivée de mon junior qui s'appelle Gauthier, qui a pris en main ce sujet-là, qu'il a fait d'une main de maître et qui donc a installé Team Taylor. Ça a impliqué donc le benchmark des différents ATS, ça a impliqué de la communication en interne avec les différents managers, ça a impliqué une vraie coordination, ça a impliqué l'adaptation en interne, ça a adapté le fait de communiquer avec tout le monde. Il a fait un super motion avec des looms de partout pour expliquer comment ça fonctionnait. Bref, ça a été un énorme projet sur 6 mois qu'on a mis en place en novembre, qui fonctionne très bien, mais ça a été quelque chose qui a pris du coup bien facilement 1 an et demi, le temps de lancer, de se décider, etc., etc. Le deuxième projet lié au recrutement, c'est cette fameuse marque employeur. Alors, je sais que c'est un sujet qui t'est cher, Mathias, parce que la marque employeur, c'est, comme tu le dis si bien, cette petite patate chaude qu'on se refile entre départements parce qu'on ne sait pas exactement quoi en faire. Alors, nous, on a pris la décision très tôt, en fait, de le faire en collaboration. C'est-à-dire qu'on a vraiment décidé de bosser main dans la main avec la com pour, premièrement, faire la refonte de notre vitrine Welcome to the Jungle. Deuxièmement, faire notre site carrière sur l'ATS. Et troisièmement, reprendre ce fameux discours avec lequel, comment ça, vous ne voyez plus la présentation? Est-ce que vous la voyez là? Oui, ah là, c'est bon. Tu as des espèces de zoom qui se font un peu bizarres, mais c'est revenu en cadre normal. Oui, je suis désolée, c'est Zoom qui n'aime pas mon... Si tu veux, on enverra le lien à tout le monde de la presse, comme ça vous pourrez la rechecker si besoin. Désolée pour ça. Mais je disais du coup, à la marque employeur, on a également retravaillé ce fameux discours pour les candidats qui a été très, très important pour nous. Et on a réussi à ne plus en faire cette fameuse patate chaude, à le mettre, on s'est dit, bon, ben, un point partout, balle au centre, on le garde, on partage les frais et on voit comment on fonctionne, tout simplement. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Ça, ce sont sur les projets. Quels sont les résultats aujourd'hui? Puisque moi, je suis arrivée il y a littéralement 2 ans, pile poil. Quand on a commencé, donc on était sur 32 personnes, on n'avait pas d'ATS, on n'avait pas de plan de recrutement et on avait une équipe qui était réduite. En 2022, janvier 2022, on était 55 personnes. On travaillait en plus donc avec LinkedIn, principalement sur de la chasse. On avait un plan de recrutement semestriel, on avait toujours la même équipe People. Aujourd'hui, on est 70 personnes. En tout, sur 2 ans, on a fait 78 recrutements en comptant CDI, CDD, stages, apprentis, en sachant que donc on était 2 sur l'année 2022. On travaille avec notre ATS en plus de Welcome et de LinkedIn. Notre plan de recrutement est donc annuel avec des réunions trimestrielles pour bien redéfinir les priorités. Et on a une véritable équipe People qui est donc composée d'une CEO, d'une Head of People, de notre Office Manager et de moi, ainsi qu'une People Ops Manager qui est en externe. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui se déroule, tout va bien, tout va vite. On est très efficace. On est sur des recrutements en rolling qui sont entre 3 semaines et 1 mois. Ce que j'appelle en rolling, c'est des recrutements
de CDD principalement. Vous pouvez partager vos questions, Camille. Pardon, je les ai écrites. Et on est sur des recrutements en moyenne sur 3 mois maximum pour les postes de management. J'essaie d'accélérer parce que je suis désolée, j'ai pris un petit peu plus de temps que prévu. Je vous ai préparé aussi mes petits flops et tips parce que c'est important de partager tout ça. Je reviens sur la communication, qui est toujours très important. Le fait d'être transparent, je vous en ai parlé. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ces petits moments où on n'est pas forcément les plus transparents et ça nous a pêché. Donc ça, c'est quelque chose qui est la base. Soigner la prise de référence. Pourquoi? Parce qu'on va toujours retomber sur les personnes qu'on a en prise de référence et parce que c'est toujours le plus respectueux pour nos collaborateurs également. Donc nous, les prises de référence, c'est quelque chose qui se prend entre 15 et 20 minutes quand même bien facilement. On les prévient en amont, on fait les choses bien. Assurer une communication permanente avec les personnes impliquées dans le process, dans le sens où on ne va pas venir au dernier moment dire à son VP marketing, coucou, j'ai lancé le recrutement de bidule, du coup tu vas avoir un entretien demain. Non, on respecte les agendas de chacun, on fait des boucles, on les intègre à l'ATS. Bref, communication. Donner une vision claire de chaque étape du recrutement, assurer un suivi qualitatif. Ça, c'est plus pour les candidats. C'est-à-dire qu'un candidat va toujours apprécier de savoir où il va mettre les pieds. Le process est toujours évoqué en premier entretien. On demande un feedback également à chaque étape du process, à la fois au candidat, également au manager en interne. Et on assure un vrai suivi. On n'abandonne pas les candidats. Ça ne se fait pas. S'efforcer au maximum de faire les retours négatifs également. Très important. Alors attention, pareil, je ne suis qu'humaine. Il m'arrive parfois d'oublier de faire un retour négatif et j'en suis désolée dans ces cas-là, j'essaie de limiter au maximum. Mais c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'on a tous eu ces merveilleuses expériences de gens qui nous plantent en fait ou qui nous ghostent sur les entretiens et c'est extrêmement désagréable. Et enfin, la force de notre recrutement chez Chance, le gros plus, c'est vraiment ce principe d'égalité des chances dans le recrutement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on applique en interne ce que l'on propose en externe, donc sortir des cases. Votre passé ne définira pas votre futur, très important. On recrute donc en fonction des compétences et des valeurs. Je vous ai parlé de nos valeurs tout à l'heure. On sort du cliché de la startup baby-foot. Le résultat, c'est quoi? Ce sont des profils divers et variés chez Chance. J'ai l'exemple de donc my head of talent, my head of people, qui a fait du sales et qui a fait du customer success avant d'être head of people. J'ai l'exemple de ma COO qui a évolué dans l'industrie du luxe toute sa carrière. J'ai l'exemple d'une de mes développeuses qui était marketeuse en amont, d'un de mes développeurs qui était musicien de film. Mon exemple personnel, je suis chasseuse de tête, je suis juriste en droit du travail, je n'étais pas du tout destinée à bosser en start-up. Bref, on a des profils très variés, on a également des talents à bord, des gens qui ont fait le programme. Je pense à Estelle, qui est notre assistante administrative. Aujourd'hui, sur le recrutement, on veut faire évoluer les choses et pas seulement sur le principe de l'orientation et du bilan de compétences. Et on espère au moins être un petit peu amener notre petite pierre à l'édifice à ce niveau-là et faire évoluer les choses à notre petit niveau. Pour finir, et j'ai fini promis, après j'arrête de parler, je vous enverrai tous les liens utiles. Donc si le parcours vous intéresse, le lien pour faire le parcours, le lien vers notre site internet et notamment voir notre appel solidaire. Vous avez également des témoignages de talents. Et enfin, notre page carrière, on ne sait jamais si vous cherchez du travail, et tous les liens vers notre page Instagram, vers notre podcast, vers notre page Facebook, etc. etc. Et j'ai fini. Merci beaucoup pour votre attention. Cool. Merci Camille. Et on va enchaîner avec une petite question du coup pour vous dans l'audience, justement sur le process de recrutement. Je vais laisser Sarah partager le Slido. On aimerait bien, avec Camille, savoir un peu où vous en êtes. Je pense que Sarah, tu vas être en train d'essayer de charger le truc. Si ça marche, si ça marche pas, c'est pas grave, on passera direct aux questions. Ah yes, c'est bon, c'est en train de charger du coup. Bah voilà, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, flasher le petit QR code sur le côté avec vos tels et nous dire aujourd'hui où vous en êtes dans vos process de recrutement. Est-ce que du coup, bah, ça y est, tout ce qui est process, méthodo, tout ce dont Camille a parlé, c'est réglé? Est-ce que, au contraire, comme ce premier répondant, tout reste à faire? Ou vous êtes peut-être au milieu avec une mise en place qui avance bien, vous êtes serein, mais il y a encore du boulot? Ou alors,
Moyen du bord. Voilà, on a de tout. Je vais vous laisser continuer à répondre un petit peu et juste vous partager pour ceux qui ne sont pas encore dans la communauté des tech recruteurs. Si ça vous dit, Sarah va vous partager le lien dans le chat et vous pouvez rejoindre ce crew où en gros, bah, on est à peu près 1 millier de recruteurs. Il y a une petite newsletter et surtout des événements physiques. Cam, c'est venu au dernier apéro où tu as pu rencontrer d'autres recruteurs et aussi des gens de la tech, développeurs, product managers, etc. Des ressources qu'on co-construit avec justement vous les membres, où chacun partage un peu ses insights et toute la communauté en bénéficie. Et enfin aussi des lives comme celui-ci. Toutes les 2 semaines à peu près, on fait parler quelqu'un de la communauté sur un sujet qu'il a un peu masterisé. Donc voilà, bah, c'est cool. Il y a à peu près 50%, ouais, bah, la moitié qui sont déjà au fait. Donc curieux de savoir dans le chat vous avez si vous avez découvert d'autres choses via le live de Camille que vous auriez peut-être envie de mettre en place maintenant. Et on va passer aux questions. Moi, j'en ai juste une avant que je me meurs d'envie de te poser sur les prises de référence, parce que tu as précisé que c'est un indispensable pour toi. Moi, j'ai des sons de cloche différents de confrères, certains qui me disent que c'est biaisé, d'autres qui me disent que effectivement, depuis qu'ils en font, bah, en fait, ça a complètement changé leur vision vis-à-vis des candidats. J'aimerais bien que tu me dises, toi, comment tu t'y prends pour faire les prises de référence, pour que justement ce soit pas biaisé, et quel est ton avis là-dessus, justement, sur ce débat un petit peu en prise de réf? Ouais. Alors, c'est un débat sur lequel j'ai changé d'avis parce que en chasse de tête, on fait les prises de référence. Alors, tout le monde ne le fait pas, mais moi, je les faisais. Et au début, moi, je me disais, clairement, c'est biaisé. C'est-à-dire que c'est le candidat qui t'envoie ses contacts. Sinon, tu le fais en sous-marin, donc c'est hyper tendu. Enfin, bref, il n'y a rien qui fonctionne. Depuis que je suis en entreprise, je trouve ça hyper utile, dans le sens où je me suis rendu compte, et du coup, ça me forme l'humanité, que les candidats ne vont pas transmettre que des références où on va dire il est génial, il est parfait, son point d'amélioration, c'est qu'il est trop perfectionniste. Ça m'est arrivé d'avoir des références où la personne m'avait envoyé une référence qui n'était pas forcément. Où la personne me disait ah non, mais en fait, oui, il est bien, mais bon, moi, je serai à votre place, je mettrai des petits biais ou alors je donnerai des points à travailler. Moi, je suis partie des prises de référence pour la simple et bonne raison que ça donne confiance à la fois à l'entreprise, puisqu'en général, moi, je demande à contacter un manager, un pair et un N-1 pour les postes de management. Ce sont des gens qui prennent le temps de le faire. Je les préviens en amont par SMS, ils vont prendre 20 minutes dans leur journée. Donc, ça veut dire déjà, c'est assez représentatif. La personne qui ne prend pas le temps et qui n'a pas envie, bah, en fait, déjà, on sent qu'elle n'a pas envie de discuter. Et ça donne aussi confiance aux candidats. On va être très honnête, j'ai rarement fait des prises de référence sur des candidats avec lesquels je ne voulais vraiment pas avancer. Et pareil, en termes de management, c'est très, très rare. Donc, il n'y a pas de sujet. Et je me permets de rebondir sur la petite question d'Émilie. Alors, évidemment, Yes. si c'est le premier stage, je ne vais pas faire de prise de référence extrêmement poussée. On va être réaliste, surtout parce qu'on ne saura pas forcément qui contacter. En revanche, ça m'est arrivé régulièrement d'avoir des stagiaires qui voulaient demander à leur employeur actuel, en stage, voilà, sur le deuxième stage, de le faire. Sur le premier stage, s'il n'y a personne, je ne vais évidemment pas faire de prise de référence. En revanche, on va challenger un petit peu le stagiaire pendant le stage pour qu'il ait la meilleure expérience possible. Top. Et j'aime bien l'idée, effectivement, déjà 3 prises de ref et sur des niveaux différents. Je pense que c'est difficile de biaiser 3 prises de ref et d'avoir cette vision un peu différente. Tu vas pas seulement demander au boss ou à la personne que la personne a managé, mais voilà, tu auras sûrement des feedbacks différents. Hyper Et intéressant. Ah, il y a Naïs, du coup, qui réagit. Je sais pas si tu as vu. j'allais rebondir, ça va dépendre du côté vraiment nul de la prise de référence. Ça m'est arrivé une fois, j'avais une candidate qui était en fin de process et j'ai fait 4 prises de référence exceptionnellement parce que j'en avais une qui était vraiment, vraiment très mauvaise. Et en fait, la deuxième que j'ai pu faire de manager était également très mauvaise sur 2 boîtes différentes. Donc là, clairement, ça a bloqué le recrutement. Ok, hyper intéressant. Bah ouais, Extrêmement. c'est ça aussi. Comment tu l'utilises, la prise de ref, jusqu'où tu vas pour. Enfin, je pense qu'il faut déterminer tout ça en amont, en fait, et savoir exactement quel est l'usage que tu veux faire, du coup, quelles sont les questions que tu vas poser et comment tu vas réagir à un certain type de feedback, dans quelle mesure ça va diriger ta décision de faire avancer le candidat ou pas. On va passer la parole à Manon qui avait une question sur les KPI. Je ne sais pas si tu peux prendre le micro, Manon, pour la poser directement à Camille. Ce serait cool de t'entendre. Bonjour Manu. Je crois qu'elle n'est plus
dans la room. Je la vois toujours, mais c'est bizarre, ouais. Peut-être c'est pas Ouais, possible de lui j'arrive pas à passer le lui donner le micro. micro en tout Ok, cas. c'est pas grave. Bah, du coup, elle te On a demandait quels sont les KPI. Est-ce que tu en as déterminé? Ouais. Et si oui, bah, quels sont les. Ah, je suis là, mais pas possible de parler, désolé. Ok, ça marche. Bah, je la pose Non, pour toi, Manon. Quels sont les KPI du coup que tu as mis en place au sein de l'équipe recrutement, Camille? Alors, c'est une question un peu compliquée parce qu'il y a pas mal de choses confidentielles. Principalement, on définit quelque chose, c'est assez simple. Moi, j'ai un nombre de recrutements défini que je dois avoir bouclé pour la fin de mon Q1, par exemple. Il faut que ce soit déterminé. Il y a aussi le côté, mais ça, c'est un KPI qui est plus interne, dans le sens où il y a le taux de rétention des candidats. Est-ce qu'il part en période d'essai ou pas? On a très peu de turnover à ce niveau-là, en tout cas sur les CDI, donc on est très content. Et également, tu as tout ce qui est nombre de candidatures sur les offres, nombre de clics. Tu as le nombre de candidats au global et l'évolution, notamment depuis la mise en place de l'ATS. Mais après, en termes de KPI, ça va être un petit peu compliqué pour moi de te donner plus de détails à ce niveau-là maintenant. Je suis désolée. Ok, intéressant. Et du coup, tu as aussi un peu des KPI marketing, tu parlais des nombres de clics, etc. Ça me renvoie à ce que tu disais sur la marque employeur, où du coup, vous avez une co-gestion. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment euh, vous gérez ça? Du coup, tu disais que ça tournait bien. Est-ce que vous avez splitté le scope en deux et vous avez chacun des initiatives? Comment tu travailles sur la marque employeur justement en co-travail? Alors là, ce qu'on a fait notamment, par exemple, sur Welcome to the Jungle, pour la refonte de la vitrine, on l'a fait l'année dernière. En fait, j'avais quelqu'un qui était dédié à ça dans l'équipe marketing et qui, du coup, était mon contact permanent, qui a été la personne qui était en contact avec Welcome et qui, du coup, a travaillé moi sur le discours, sur les photos, sur les avantages, pour vraiment transmettre un discours hyper transparent. Là, par exemple, sur l'ATS, et le site carrière, pareil, Gauthier était en direct avec donc, notre VP marketing qui a du coup validé l'ensemble de notre discours candidat, de notre présentation, avant de le faire valider ensuite par notre CEO. Et enfin, on a transmis. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir toujours un référent marque employeur dans l'équipe marketing. Et on fait du ping-pong en suivant en asynchrone. Ok, trop bien. Euh, on va passer sur les outils, parce que tu as parlé de votre passage sur Teamteller. Et il y a Ouais. Julien qui te demandait justement, à part Teamteller, quel est votre stack de recrutement chez Chance? C'est une question qui est très précise. Donc, on travaille avec Teamteller, je travaille beaucoup avec LinkedIn également. On travaille avec Google, tout simplement avec Google, Google Drive, avec Google Doc. On travaille beaucoup avec Notion également, surtout le travail notamment de nos job desks en amont. Elles sont toutes sur Notion et ensuite on les met sur l'ATS. Notion. Et on travaille avec Slack, qui est notre messagerie interne. On crée des canaux spécifiques pour chaque recrutement avec les personnes à bord pour qu'il y ait toujours des boucles, puisque l'ATS est quand même quelque chose qui est très, très pédagogique aujourd'hui, n'est-ce pas, pour les gens qui en ont un. Et une fois sur deux, c'est vrai qu'on ne prend pas forcément le temps d'aller dessus quand on est débordé, donc on crée les canaux Slack en plus. Donc, si je reprends, Teamteller en global, Notion pour les job desks, Slack pour les canaux de discussion. Carrément, et Notion, c'est drôle parce qu'on le mentionne rarement dans les stacks, alors qu'en Ouais. fait, c'est un outil incroyable et je pense qu'on aurait beaucoup de choses cool à faire, même avec la communauté là, en développant un peu des tutos d'usage de Notion pour automatiser et connecter un peu tous tes autres outils et pouvoir ouais, juste booster Donc, d'ailleurs, pour info, on est en train de travailler sur un petit mini-cours sur justement comment utiliser plein d'outils et de méthode de growth pour votre recrutement. Donc, on vous envoie ça à toute la communauté dans quelques jours. Et il y aura plein de types justement de membres. Tu as Anaïs qui réagit de nouveau sur l'outil Welcome. Comment est-ce que ça a boosté votre marque employeur? Est-ce que vous avez vu un avant et un après? Et ce sera la Alors, dernière question, je précise. Après, on vous laisse repartir partir euh, déjà. oui, ça a boosté notre marque employeur pour la simple et bonne raison que ça faisait très longtemps qu'on était sur Welcome en fait. Chance existe depuis 2018. On a fait un pivot, enfin depuis 2015, pardon, on a fait un pivot en 2018. On fonctionne à fond depuis 2020. On était sur Welcome to the Jungle depuis 2019. On a tout repris en 2022. On a vu un avant-après parce qu'en fait, ça dépendait aussi de la stratégie de recrutement
et de la communication. C'est-à-dire qu'en 2021, on a recruté une VP marketing qui s'occupait donc du branding, on a recruté donc un talent acquisition manager, c'est-à-dire moi, pas mal de gens autour qui ont pu se poser sur les sujets, les travailler à fond et créer une vraie vision fidèle à ce qu'était Chance. Et d'un point de vue plus trivial, c'est bête à dire mais vrai, les photos et les vidéos Welcome to the Jungle ont vraiment fait leur effet. Pour le coup, on a vu aussi l'évolution du nombre de personnes à bord, l'ambiance, les gens, ce qui a vraiment changé. Donc oui, puisqu'on est aujourd'hui, selon Welcome en tout cas, l'une des pages les plus vues des candidats. On a beaucoup de visites sur Welcome to the Jungle. Donc ça a été un vrai changement pour nous. Ah non, bravo. Ouais, ça, je savais pas. Disons que ouais, vous avez fait un sacré taf et ça Ouais. crée énormément de trafic du coup vers votre même, je veux dire, en termes de marque, au-delà de la marque employeur, j'imagine ça joue parce qu'ils sont très forts en SEO, donc vous devez être référencé à votre page welcome assez haut aussi. Ça m'amène quand même à du coup une dernière question. C'est je me disais en off que vous aviez un gros flux de candidats. Je pense que c'était une marque marque employeur justement qui attirait beaucoup parce qu'il y a de l'impact. Il y a une story et vraiment, bah ouais, ce que vous faites, je pense, attirer énormément de candidats. Comment tu gères le flux? Est-ce que tu as une règle, justement, par exemple, pour arriver à répondre à tous les gens? Est-ce que tu dis, à partir d'un certain niveau d'engagement du candidat, il aura un feedback écrit ou et le reste est automatisé? Comment est-ce que tu as mis en place un système qui te permet d'être sympa avec tout le monde? Alors, déjà, principe, les candidats que j'ai au téléphone, dans tous les cas, vont avoir un retour par téléphone. Tous les candidats qui ont intégré le process, à qui j'ai parlé, vont avoir un retour par téléphone. Les candidats que je ne sélectionne pas sur profil pour une raison X ou Y vont avoir un retour automatique, enfin un mail personnalisé, évidemment, je prends quand même le temps de le faire, à chaque fois. Le point qui est un petit peu compliqué pour moi, c'est le délai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis seule sur le recrutement. On a ça va dépendre. Cette semaine, on n'a pas eu beaucoup, mais la semaine dernière, j'ai eu 42 candidatures en l'espace d'une semaine sur l'ensemble des postes. Il faut pouvoir prendre le temps de répondre à tout le monde. Donc maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je me mets un créneau de 2 heures le vendredi après-midi, en fait, tout simplement. Je n'aime pas faire ça parce que moi, le principe de vie, c'est que je ne fais pas de retour négatif le vendredi après-midi. Je préfère les faire le lundi. Mais au moins, pour les retours écrits, je prends le temps de faire ça. Donc voilà, candidats en process, appel. Candidats qui n'ont pas intégré le process et qui n'est pas retenu sur profil, par mail. Vachement cool. Ok, bah, et c'est vachement bien de prendre de prendre tout ce temps. Et un dernier commentaire ou une question de Lisa, comment est-ce que tu évalues les candidatures en reconversion? Tu as bien évoqué l'égalité des chances, mais j'imagine que ce sont les profils les plus compliqués à traiter. Du coup, curieuse d'avoir tes insights. Bon, on va prendre la question parce qu'elle est vraiment intéressante. Merci Lisa. Sur les profils en reconversion, moi j'aime bien tester, alors évidemment, leur motivation. C'est-à-dire qu'un candidat en reconversion qui va t'écrire ça y est, c'est chance, donc c'est facile, donc en fait je fais pas trop le taf, il y en a, ça va pas m'intéresser. Quelqu'un qui a très envie de mettre les mains dans le moteur, quelqu'un qui a très envie de faire la différence, de travailler pour l'égalité des chances, qui en fait, même, ok, il est en reconversion, mais il fait le taf, ça se sent dans tous les cas, en entretien. Moi, j'ai pas mal challengé ça et notamment le rapport aux valeurs, j'en parlais tout à l'heure, les fameuses valeurs chance, et ce côté de je demande à ce qu'on me donne ma chance. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Je le fais pas mal avec notamment nos chargés de clientèle, nos commerciaux ou les profils un petit peu plus juniors, parce que moi j'aime bien aussi recruter des juniors, entre guillemets, qui sont en reconversion et qui ont envie d'apprendre. On en a quelques-uns dans notre équipe, notamment développeurs. Je pense à 2 personnes dans notre équipe de développeurs. Et pour l'instant, en tout cas, on ne s'est pas trompé. Trop cool. Comme quoi, il faut parfois prendre des risques et laisser sa chance à certains candidats qui cochent pas toutes les cases. Ah, C'est ça. merci Camille, franchement, c'était hyper éclairant. J'espère que ça vous a plu à tous. N'hésitez pas à mettre un petit mot pour Camille dans le chat. Justement, ça va être un feedback sur ce que vous avez appris aujourd'hui. Et puis, bah, je vous souhaite à tous un bon déj. Je vous dis à bientôt dans la communauté. Et puis voilà, encore merci Camille et merci à tous pour vos questions. Merci à toi, Mathias, et merci à vous. J'espère que, en tout cas, ça vous aura donné quelques insights.